Eh ben, on va finir un petit peu moins nombreux, ici au moins, pour discuter un petit peu d'une question qui revenait souvent donc, sur des mailing lists et autres canaux, de la question du freelance, ou devenir freelance, quitter son emploi, peut-être vers la liberté, vers moins de problèmes, vers plus de patron ou un patron différent. Donc on a fait un petit appel pour avoir les retours de 3 personnes qui sont freelance ou qui ont été freelance. Et puis pour discuter de quelques thèmes qui sont souvent revenus et avoir leurs avis dessus. Donc, voilà. Donc on a une petite quarantaine de minutes là-dessus et on va essayer de faire ça peut-être un peu interactif à un moment si vous avez aussi des questions. Alors on va éviter les questions très spécifiques du type quel est le régime fiscal que je dois choisir étant donné que j'ai une femme, 3 enfants et demi et la moitié est en Thaïlande. Voilà, on va rester un peu plus généraliste et on va essayer de rester concentré sur devenir freelance, sauter le pas, qu'est-ce que ça change, quels sont tous les impacts, quelles sont les choses à prévoir ou les imprévus qui vont vous tomber dessus. Mais pour commencer, je vais les laisser se présenter un par un avec votre petit background. Qu'est-ce qui vous a amené à faire ça, depuis combien de temps et puis qu'est-ce que vous faites exactement maintenant? Donc, bonjour à tous, moi je m'appelle Jérôme Drouet, Doberman sur ERC. Donc je suis freelance depuis un peu plus de 2 ans et demi maintenant. Donc avant je suis toujours du coup admin 6, donc c'est pour ça que je suis là. Et en fait l'idée c'était alors on parlera peut-être des motivations plus tard, mais l'idée c'était je me suis rendu compte que dans les boulots que je faisais, souvent au bout de 2 ans et 2 ans et demi, 3 ans, globalement j'en avais marre. Donc soit je changeais de boîte, soit je repartais sur autre chose, mais il fallait que je change. Et du coup, ça coïncidait plutôt avec des missions de type freelance. C'était pour éviter plus le système SS2I où finalement ta mission d'après, tu la choisis pas, ni en termes de localité, ni en termes de gens qui travaillent, ni sur les technos des fois. Donc l'aspect pour partir freelance, c'était ça, principalement pour pouvoir choisir globalement mes missions. Bonjour, Arnaud Launay, donc je suis maintenant président de Cusae. Cusae est une société que j'ai montée en 2004 en tant qu'EURL, donc grosso modo un équivalent freelance mais en format société, que j'avais monté à l'époque tout simplement parce que tous les boulots qu'on me proposait impliquaient toujours une part plus ou moins grande de Windows, ce qui ne m'intéressait pas du tout. Et je voulais absolument faire que du Linux, c'était déjà ma spécialisation à l'époque. Et j'ai donc monté la société dans cette optique-là. Je me suis retrouvé à faire de très nombreuses missions de courte ou de moyenne durée au fil des années, jusqu'à développer peu à peu un pôle d'infogérance et d'hébergement. Enfin, un pôle, il faut le dire vite vu que je suis tout seul dedans. Qui lui aussi s'est développé au cours des années et qui m'a permis au début 2017 d'embaucher un premier salarié. Et voilà, pour l'instant, on en est là et ça se passe plutôt bien. Bonjour, donc moi c'est Pierre Freund, je traîne sur ERC, c'est P-Freund. Moi j'ai créé il y a 4 ans une société spécialisée sur AWS et OpenStack qui s'appelle Ozone, qui aujourd'hui fait 1,5 million de chiffres, on est 16 salariés. Et donc pour commencer cette société, je suis passé freelance il y a 4 ans, enfin, j'ai sauté le pas, et c'était principalement parce que je voulais absolument faire de l'infrastructure as a service. J'étais admin système à la base de stockage virtualisation. Et il y a 4 ans, comme OpenStack ça fonctionnait pas et que Amazon c'était vraiment que les early adopters, je voulais changer de métier. J'étais chez Pierre et Vacances Center Parks, c'était sûr qu'eux ils y allaient pas tout de suite. Donc en fait je me suis dit je veux bouger, je veux faire de l'Amazon, c'est sûr. Et je veux pas croire aux promesses qu'un futur employeur va me faire en me disant oui, t'inquiète pas, dans 6 mois il y aura un projet AWS et puis démissionner au bout de 2 ans parce que le projet n'a pas été démarré. Donc je me suis dit, je vais me mettre freelance. Comme ça, je prendrai que les projets qui m'intéressent, que les projets AWS et OpenStack, quitte à faire des sauts de puce. Et donc à la base, j'étais freelance et je me suis rendu compte que en prenant mes premiers clients AWS, notamment sur les intégrations, les clients qui avaient besoin de consultants AWS avaient également aussi besoin d'infogérance parce qu'en fait, ils n'avaient pas les compétences en interne. Donc faire les migrations, ok, mais il fallait faire le run derrière. Donc c'est là que j'ai commencé à embaucher un ingénieur, 2 ingénieurs, puis un commercial. Enfin, je pense qu'on aura l'occasion de revenir dessus sur comment on évolue après quand on prend 1, 2, 3, 4 salariés.
Mais voilà, en tout cas, à l'initiative de ça, c'était vraiment, je voulais arrêter de faire l'admin 6 classique et je voulais absolument faire l'infrastructure as a service. Ok, donc des profils, j'allais dire différents, mais peut-être aussi à différentes étapes et différents âges de freelance ou des différentes vitesses d'évaluation, d'évolution. Moi, il y a une question qui revient très souvent et je pense qu'il synthétise, enfin, qui est très primordiale, c'est sur un mois à peu près, vous faites quoi? On va dire un mois classique, je ne vais pas dire un mois où vous êtes en mission chez le client, mais les tâches que vous faites en tant que freelance, c'est quelque chose d'important. C'est quelque chose dont on reparlera probablement. Il y avait quelqu'un qui a dit ça. Il ne faut pas avoir une phobie administrative quand on devient freelance. Moi, j'ai beaucoup entendu parler que quand on devient freelance, il y a 50% du temps qui n'est pas là pour bosser, où on fait autre chose. Qu'est-ce qu'il en est en réalité pour vous? Là, quelqu'un qui devient freelance, à quoi il faut qu'il se prépare en termes d'emploi du temps et de répartition des tâches? Alors je vais peut-être commencer là-dessus parce que du coup moi je suis peut-être celui qui en fait le moins étant donné que je suis du coup tout seul en fait. En termes d'activité globalement, moi je suis en mission à peu près à temps plein chez des clients, donc effectivement il faut bien comprendre que toutes les tâches administratives se rajoutent en plus. Donc ça représente, pour parler de soirée, parce que du coup je fais ça le soir, ça représente à peu près deux bonnes soirées par mois, quoi. C'est 2 soirées, tu arrives au bureau, à ton bureau du coup il est 20h, tu pars il est minuit et demi, 1h du mat. Et globalement je passe à peu près, enfin une bonne partie du temps c'est tout ce qui est note de frais, parce que du coup ça fait partie aussi d'avantages de freelance, c'est que tu peux plus insister sur une note de frais, donc tu en fais un peu plus. Et puis la deuxième partie, c'est effectivement tout ce qui est paperasse. Après, moi, je suis pas, enfin, je connais un peu la compta, mais c'est pas mon truc, et surtout, j'ai pas envie ni de passer de temps à le faire, ni de passer de temps à apprendre à le faire correctement. Du coup, moi, j'ai pris le parti de prendre une comptable qui me fait ça en fait. C'est-à-dire que toutes les parties déclaration de TVA, toutes les parties administratives un peu reloues, gérer la paye, gérer la cotisation sociale, etc. Bah voilà, là, moi, je sous-traite à une comptable qui me fait ça. Ça m'évite de passer du temps là-dessus. Après, est-ce que c'est rentable ou pas? Honnêtement, j'ai pas le recul parce que je paye pas mon temps. Mais moi, j'y trouve un gros avantage parce que j'ai pas cet administratif à faire en fait. Mais le comptable fait pas tout. Tu es quand même obligé de scanner toutes les tickets. Alors voilà, la comptable fait pas tout, tu scannes des étiquettes, tu fais des totaux, etc. Mais tu lui mâches quand même pas mal le travail, c'est ce qui prend un petit peu de temps aussi. Mais t'as pas à aller te connecter tous les mois pour rentrer les totaux dans les cases, etc. Donc ça t'économise quand même pas mal de temps, je trouve. Après, voilà. Je sais pas, vous avez peut-être plutôt le système où vous faites plus de choses ou... Moi, j'ai commencé exactement comme toi. Faut savoir qu'un comptable, quand on est freelance, c'est quoi? Tu payes entre 50 et 100 euros par mois, c'est ça? Tu es une Ouais, SS? ça doit être un peu plus que ça, du coup, je suis à 1500 euros par an, quelque chose comme ça à peu près, ouais. D'accord, ok. Moi, je suis que ça va vraiment, plus la boîte augmente en termes de personnes, plus les tâches comptables, c'est linéaire, quoi. Et je sais que là, à 15, j'ai à peu près un mi-temps pour faire ça. Donc ça prend un mi-temps. Après, c'est pas du tout 50% du temps quand on est freelance. En fait, je trouve que le problème, c'est pas vraiment le temps qu'on passe. Le problème, c'est que c'est très rébarbatif et ça ne fait pas plaisir de le faire. C'est-à-dire qu'on se sent pas meilleur, on se sent pas avoir des capacités supplémentaires à savoir faire sa compta. C'est juste relou en fait. C'est juste du temps vraiment perdu. C'est pas énorme en termes d'heures, mais c'est très très pénible en fait quand ça fait 2 ans qu'on est indep et que ça fait 30, c'est le 30e mois qu'on fait les mêmes scans de tickets de caisse, qu'on ventile sa compta. C'est pas quelque chose où on sort grandi, quoi. Voilà. Enfin, ça, c'était mon point de vue. Je vais juste préciser quelque chose par rapport au cadre de ma question. Vous avez pris ça comme la compta, mais il y a aussi trouver les clients, parler aux clients, interagir avec les clients, se retrouver sans clients. Qu'est-ce qu'on fait quand on se retrouve? Est-ce que ça arrive? Et globalement, sur un mois moyen, est-ce que vous arrivez, par exemple, à bosser 35 heures par semaine chez des clients à facturer? C'est tout ce temps-là qui, je pense, est une question légitime. Qu'est-ce que vous faites en dehors que d'être chez un client et de bosser et de faire de l'admin 6? Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses que la compta. En ce qui me concerne, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait ça que vaut peut-être mieux laisser des gens qui l'ont fait il y a moins longtemps que moi répondre là-dessus. Parce que basiquement, j'ai pas joué entre guillemets à chercher des missions depuis 2008 ou 2009, je pense. Un peu plus près, pardon. Et du coup, j'espère en tout cas qu'en 8 à 10 ans, les choses ont un peu bougé et que c'est devenu un peu plus peut-être simple avec tous les sites web et autres de mise en relation qui existent maintenant.
et qui permettent probablement de trouver des missions et des clients beaucoup plus facilement. En fait, je pense qu'aujourd'hui, c'est très très simple de trouver des clients si on n'est pas trop regardant sur ce que prennent les intermédiaires, en fait. Parce que aller démarcher les clients, prendre son téléphone et appeler 10 clients par jour, c'est juste pas possible quand on est en mission. Ou alors on peut envoyer des mails vite fait en cachant ça derrière un terminal, c'est possible. Moi, je l'ai fait beaucoup. J'ai passé énormément de temps chez mes clients à faire autre chose que ma mission. Bon, le client était content, donc aussi je passais beaucoup d'heures chez le client, mais voilà. Après, un freelance qui veut pas utiliser, qui veut pas prendre du temps pour la partie commerciale, il va être chassé s'il se met sur les bons sites. Il va être chassé une ou deux fois par jour. Il va recevoir une offre pour aller travailler chez un client, quoi. Surtout dans le domaine dans lequel on est, l'admin 6, le big data, tout ça, il y a aucun problème. Après, il faut juste accepter que cet intermédiaire, il va prendre 200 euros par jour, quoi. Si on accepte ça, je pense qu'on n'a pas besoin de faire de tâches commerciales. Et qui va prendre 200 euros, il faut considérer que c'est le client qui va payer ce surplus, c'est faux, hein, c'est vous. C'est-à-dire que c'est de l'argent que vous n'aurez pas. Le client, il a une enveloppe, il va avoir ses 600, 700 euros par jour. Après, la question, c'est est-ce que vous touchez 700 ou est-ce que vous touchez 500, quoi. D'ailleurs, pour rebondir sur le sujet du client qui va payer beaucoup plus que ce que vous touchez, ça génère une petite incompréhension entre guillemets entre l'attente du client qui dit je paye un service à 1000 euros par jour, j'attends quand même un service de très grande qualité. Quand vous êtes payé 400 ou 500 par exemple, vous n'avez pas tout à fait la même envie d'aller travailler chez le client. Donc ça peut poser aussi quelques soucis là-dessus. Ouais, moi je voulais recentrer peut-être un peu le truc là-dessus aussi, parce que c'est vrai que c'est plus jeune pour moi, etc. Mais moi, quand je suis parti freelance, en gros, c'est plutôt un type de mission. En fait, moi, je m'attendais plus à faire des missions d'expertise, effectivement, donc des missions plus courtes, à plus gros tarifs, on va dire, plus gros TJM, du coup, de pouvoir enchaîner un peu plus les missions comme ça, et du coup, effectivement, d'avoir plus de pauses et plus de prospection. Dans les faits, ou alors je suis mauvais, ou alors c'est que je suis à Toulouse et qu'à Toulouse c'est un peu différent, je sais pas. Mais en tout cas, toutes les missions que je trouve, ce sont des missions, on va dire, plutôt longue durée. Donc en fait, du coup, je fais pas beaucoup de prospection en termes de temps parce que même si j'ai des préavis d'un mois, etc., les durées des missions sont quand même relativement longues à chaque fois. Donc ça me laisse ce temps, si tu veux, de faire de la prospection au fil de l'eau pour finalement prévoir dans un mois ou 2 mois, quand ma mission se terminera, d'arriver à trouver une autre mission à la place. Je fais pas j'ai pas, ou en tout cas pour l'instant je touche du bois, mais j'ai jamais eu d'interruption du coup où je fais que de la partie prospection. Et encore une fois, moi je m'aide d'outils. Alors c'est pas, voilà, il y a un site qui s'appelle Freelance Info par exemple. Tu largues ton CV dessus, tu dis que tu es freelance, tu mets ton TJM, ce que tu fais, etc. Et puis bon bah c'est un peu comme du monster quoi. Tu te fais harceler un peu d'appels, mais sur le tas il y a quand même pas que des déchets. Mais Freelance Info, excuse-moi, il n'y a que des intermédiaires, il n'y a pas de clients finaux sur Freelance. Alors, il y a souvent il y a beaucoup d'intermédiaires, il y a quelques clients finaux. Honnêtement, moi, j'étais jamais appelé par un client final. C'est toujours un intermédiaire, en fait. Parce que soit c'est enfin, ça, c'est plutôt la cible clientèle qui veut ça. C'est que soit c'est des plutôt, on va dire, PME qui se disent qu'elles n'ont pas les moyens de s'offrir un freelance. Alors, ce qui est vrai ou faux, ça, c'est un autre débat. Ou alors carrément des grands comptes. Et en fait, en termes d'intermédiaires, si tu veux, moi, j'ai pas la visibilité exactement. Enfin, je suis à mon nom, enfin, entre guillemets, j'ai un nom de société, mais c'est pas, je suis pas connu dans le milieu. Les gens vont pas venir volontairement vers moi pour un tel ou tel truc. Donc, ils passent par des chasseurs de tête qui, eux, passent par ce genre de site, tout simplement. Mais c'est la même chose à Paris et c'est la même chose quand on est plus gros. Je pense qu'un freelance, il ne peut pas enchaîner les missions courtes. J'en connais pas, en tout cas, et je pense pas que ce soit possible. Nous, on a réussi à le faire, mais parce que on était, je pense, 6-7 et qu'il y avait un commercial. Mais oui, c'est la régie qui est le plus simple. Et enchaîner les missions courtes, c'est très très compliqué parce que les clients ils veulent quelqu'un tout de suite. Il faut avoir des trous dans son planning, mais en gros, il ne faut pas qu'il y ait d'intercontrat. Donc c'est vraiment très très difficile à gérer. Et en fait, c'est pas vraiment gérable. Et nous, là où on a vraiment réussi à le faire, c'est d'enchaîner les missions courtes ou en tout cas faire des sauts de puce. C'est parce qu'on avait des clients qui nous prenaient des mi-temps, plusieurs mi-temps. C'est-à-dire qu'ils préféraient avoir 2 personnes à mi-temps qu'une personne à plein temps. Et donc, du coup, on avait des demi-semaines où on pouvait là caser des petits contrats qui arrivent au fil de l'eau. Mais je pense qu'un freelance, c'est pas possible, quoi. Il y a vraiment, le plus simple, c'est justement d'aller sur les bornes. Alors, il y a Upwork, maintenant, il y en a plein d'autres que Freelance Info. Se faire contacter par un intermédiaire et qui va prendre entre 100 et 200 euros par mois à rien faire, juste à refacturer. Donc ça, c'est un peu gênant, quoi. Mais
Par jour, pardon. Par jour. Ouais. 100 ou 200 euros par jour. Oui, une petite question justement sur les différents types de missions. Donc là, visiblement, c'est plutôt une mission longue en général. Et c'est toujours sur site. Est-ce qu'il y a une certaine proportion de travail en remote ou par exemple des missions courtes de 1-2 semaines où le gars il veut une expertise complètement en remote ou genre si c'est pas disponible tout de suite, il dit ok, on peut le faire maintenant, mais sauf que c'est du full remote et voilà. C'est une très grosse demande de chez nous, des consultants. Il faut vraiment faire le forcing. Il faut vraiment... en fait, les gros clients, les grands comptes, le CAC 40, ils ne savent pas travailler en remote. Donc, par exemple, chez Carrefour, on a négocié le lundi et le mardi en remote, mais ce n'est pas vraiment en remote, c'est dans nos locaux, parce qu'ils sont à Massy, et c'est chiant. Et on a dû vraiment le négocier très fortement. Et c'est pas quelque chose chez Carrefour qui était évident, quoi. Enfin, on a été quasiment pas les premiers, mais en tout cas, on était les premiers dans l'équipe à faire du remote, quoi. Et quand il y a quelqu'un qui commence à le faire, après tout le monde le veut, donc c'est un peu compliqué. Et il y a d'autres clients, donc nous on a travaillé pas mal avec des ministères. Par exemple, le ministère de l'Intérieur ne sait pas travailler en remote. Voilà. Pour travailler au ministère de l'Intérieur, il faut être dans les locaux du ministère de l'Intérieur. Donc voilà, c'est quelque chose qu'on cherche, mais moi je trouve que c'est très très difficile de trouver des clients qui savent. En fait, pour trouver une mission remote, il faut déjà que le client il sache faire du télétravail, quoi. Techniquement, il faut qu'il ait des VPN, il faut qu'il ait des trucs. Et quand il n'y a pas, on peut essayer de négocier ce qu'on veut. S'il n'y a pas, il n'y a pas, quoi. Après, même, c'est une histoire aussi de, enfin, je dirais presque de confiance en fait. C'est-à-dire qu'un client, enfin déjà, s'il fait du remote, c'est bien. En général, ceux qui en font, ils en font de plus en plus, effectivement, parce qu'ils savent faire. Mais il y a tout un tas alors c'est plutôt peut-être franco-français ce problème, mais il y a beaucoup de boîtes qui sont hermétiques au remote, d'une manière générale. Et autant ils peuvent tolérer éventuellement une société de service qui ferait du remote effectivement dans ses locaux, autant ils n'ont pas la confiance sur un freelance derrière pour faire la même chose. Parce que tout simplement, ils ne te connaissent pas, ils ne savent pas trop. Donc, ils se disent, oui, alors déjà, il est freelance, il ne veut pas s'intégrer vraiment à l'équipe rapidement parce que du coup, ce n'est pas un mec, c'est pas quelqu'un qui est sur place. Du coup, en plus, comme il est freelance, on ne sait jamais, ça se trouve dans un mois, il va partir. Alors surtout, s'il est chez lui, on ne sait pas ce qu'il fait. Donc, je pense que c'est une histoire de confiance, en fait. Je pense... Il faudrait essayer d'estimer justement la population d'entreprises qui font du remote et après voir la proportion qui accepterait des freelances en remote, mais je pense que c'est pas énorme. Alors moi j'ai une question, c'est plus sur l'engagement en fait qu'on fait en tant que freelance à une société. Est-ce qu'il y a de gros objectifs de résultats ou c'est plus des objectifs de moyens? Et dans quel cas, vu que c'est une mission à durée fixe, comment vous gérez les interruptions de mission ou les changements de mission? Alors nous, on n'a pas eu ce cas, tout simplement parce qu'on a des clients qui sont là depuis des années et des années, et du coup, il n'y a pas réellement d'interruption dans la mission. C'est du continu, on est là pour infogérer leur système. Il n'y a pas d'interruption 2 mois dans l'année de l'infogérance du système. Donc on le fait en continu là-dessus. Après, sur les quelques missions que j'ai fait il y a plus longtemps que ça et qui duraient 4 ou 6 mois, où effectivement c'était bonjour, on veut arriver à tel but. Je ne me suis pas non plus posé la question. J'ai fait 6 mois en continu et on arrivait au but 2 mois avant la fin. Et après, pendant 2 mois, on s'est tourné les pouces. Bon, ça, c'était un peu particulier aussi. En dehors de ça, je suis assez d'accord que c'est basiquement une relation de confiance qui s'installe avec le client. Nous, de notre côté, on fait quasiment du 100% à distance en infogérance. Il faut parfois quasiment qu'on fasse du forcing pour aller faire dire bonjour aux clients, quoi. En mode, on voudrait faire une réunion avec vous pour voir comment ça se passe. Les mecs sont, ah bon, mais pourquoi ça se passe bien? D'accord, mais sinon on peut aller voir une bière aussi si vous préférez. Et ça passe du coup très très bien. On a peut-être des clients un peu particuliers aussi, c'est-à-dire qu'on tape principalement dans la PME qui fait entre 20 et 60 personnes grand maximum. On n'a pas de grands comptes. Et les rares grands comptes avec qui j'ai travaillé à l'époque, effectivement, ne savaient pas faire non plus de remote type JC2Co avec 4 couches d'intermédiaires avant d'arriver à moi. Et du coup, de toute façon, il fallait être sur place dans les locaux au fin fond de plaisir. C'était pas une partie de plaisir d'ailleurs.
Et je pense, dans ta question, je pense qu'il faut bien faire la différence entre le régie et la régie et le forfait, en fait. J'en fais Alors, raison. j'ai jamais été consultant, j'ai jamais travaillé en société de service en tant que prestataire, donc justement, si tu peux m'apporter les informations, Ouais. ça me ferait plaisir. Il y a deux types de contrats, en fait. Il y a la régie qui est quasiment, enfin, ça représente vraiment beaucoup de contrats pour les freelances où tu vas être payé au nombre de jours où tu es présent. Tu es présent, tu factures, tu n'es pas présent, tu factures pas. Et à côté de ça, tu as le forfait où tu vas dire bah, en fait, je vous fais votre intégration, votre site, je le migre d'un data center A au data center B. Et c'est tant, c'est 10 000, 20 000, 30 000. Et si je mets 5 jours pour le faire ou 50, c'est pareil. Le problème avec le forfait, c'est qu'il faut mettre des livrables et des objectifs qui sont vraiment exhaustifs dans le contrat. Alors que quand on fait de la régie, c'est plus simple parce qu'on est là ou on n'est pas là, quoi. Donc en fait, je pense que pour faire du remote, le forfait c'est plus adapté parce que le client il s'en fout en fait si vous faites rien ou pas parce que le résultat il est le même pour lui. Si vous êtes chez vous et que vous jouez à la console, il s'en fout parce que de toute façon il faudra que ce soit fait, quoi. Par contre, si vous payez une journée en régie alors que vous êtes devant votre console, bah là c'est de l'argent perdu pour lui, quoi. Mais globalement la régie, enfin moi personnellement j'en fais de la régie, on fait quasiment que ça, même sur des petites régies, c'est-à-dire que même si on a un projet de migration d'une application, ça reste quand même des contrats de régie, on vend 10 jours. Parce que voilà, c'est les contrats au forfait, c'est source de problème. Parce qu'il manque une fonctionnalité, bah, c'est écrit, donc du coup, ou alors, oui, mais vous m'avez forcé à faire un truc qui n'était pas dans le contrat initial, donc j'ai travaillé 2 jours de plus, enfin bref. Alors que moi, la régie, c'est clair, c'est là, pas là, quoi. C'est une case à cocher, quoi. Ok, et donc j'en profite que j'ai le micro pour une deuxième question. En tant que freelance, en fait, j'aurais aimé savoir la considération des collègues de travail, en fait. Comment ça se passe de manière psychologique, en fait. En général, ça pose pas de soucis. C'est des gens qui se posent la question pourquoi ils ont pris un freelance. Peut-être que notre équipe, enfin, quel a été le besoin pour eux de prendre le freelance alors que notre équipe elle manque de compétences. Pourquoi on se fait pas former à la place ou des choses comme ça. Enfin, c'est plus d'aspect psychologique. Ben, je pense que c'est surtout, enfin, t'as pas de, enfin, comment on va dire ça? En fait, c'est pas forcément un remplacement de quelqu'un ou un truc en plus. C'est, bah, il faut quelqu'un dans l'équipe pour concilier le truc. On a fait le tour de nos internes. Il y a personne qui sait ou qui veut ou qui peut. On a fait appel à des sociétés parce qu'ils ont souvent des contrats cadres avec des sociétés de services informatiques classiques. Et puis, bah, ils n'ont pas trouvé non plus un bon candidat pour eux. Et du coup, après, ils commencent à tourner vers le marché freelance. En général, c'est plus comme ça que ça se fait, en tout cas de moi, ce que j'ai vécu. Et donc, tu arrives quand, du coup, entre guillemets, ils ont épuisé toutes les sources qui feraient que ça pose souci, entre guillemets, en interne, de est-ce que pourquoi c'est pas moi qui suis là et pourquoi c'est lui qui le fait. Après, moi, je sais pas si j'ai pas eu trop le cas comme ça. Donc c'est un besoin immédiat et puis la flexibilité. Exactement, ouais. C'est la flexibilité, le besoin ou la place. C'est ça, ouais. Et il y a aussi, alors, pour revenir sur la question de comment ça se passe du coup avec les salariés du client, si j'ai bien compris. En général, ça se passe plutôt bien à condition de ne pas marcher sur la plate-bande. C'est-à-dire que quand on arrive pour faire de l'administration système, alors que eux, ce sont des développeurs, ça se passe plutôt bien. Jusqu'au moment où les développeurs commencent à se prétendre DevOps, où il y a un peu de friction actuellement. C'est un gros sujet de discussion chez certains de nos clients. Ça pose parfois des problèmes parce que du coup, justement, nous, on coince un peu et eux, ils veulent aller un peu plus loin avec des technos qu'on ne veut pas forcément les mettre en place parce qu'on a vendu aux clients une histoire de stabilité et de sécurité. Les développeurs veulent du bleeding edge que du coup on ne peut pas forcément valider facilement ou que derrière il faut absolument qu'on fasse un suivi sécurité nous-mêmes parce qu'on n'a pas forcément le temps ou qui n'a pas été du tout planifié ni facturé au client. Donc dans ces cas-là, ça peut poser un souci. Ceci dit, tant que le client lui-même est vraiment concentré sur son cœur de métier et que son cœur de métier n'est pas du tout dans l'ingénierie système et réseau, ça passe très très bien et en général on se retrouve plutôt à aller boire une bière avec les salariés du client plutôt que de se taper dessus à la fin du mois. D'accord. En général, ça se passe très bien. En plus, ils ont, enfin, une partie du taf freelance, ça consiste aussi à avoir un regard externe sur ce qu'ils font. Et il y a pas mal de clients qui sont demandeurs d'un regard externe sur l'infra qui a été montée. Bon, ça peut être il y a 10 ans, ça peut être il y a 2 ans, mais de voir, parce que en général, tu as fait plus de missions à côté, tu as vu d'autres infras, tu as vu les mêmes problématiques résolues différemment.
Et du coup, ils sont assez friands de ce genre de truc aussi, d'avoir un conseil, même si c'est pas ton cœur de métier exactement, mais dans la discussion, ça peut commencer à venir sur le fait de dire, voilà, enfin, moi l'infra, je la vois comme ça. Bon, actuellement, apparemment, vous avez ce problème-là, ce problème-là, ce problème-là. Et tu peux arriver à les aiguiller sur des pistes auxquelles ils n'auraient pas forcément pensé, parce qu'ils sont tout simplement la tête dans le guidon, comme toi, quand tu es au quotidien, ta tête dans le guidon, tu vois un truc, tu fonces dessus, quoi. Mais des fois, la solution, elle est juste à côté. Mais on n'a pas la vision pour l'avoir forcément quand on bosse vraiment dessus tout le temps. Là, le fait que tu arrives dans une boîte, c'est un petit peu regard extérieur pendant pas mal de temps. Donc, Moi, j'ai pas grand-chose à rajouter là-dessus. C'est que je pense que tout le monde a son expérience personnelle. Moi, j'ai l'impression que la mission soit grande ou petite, en fait. Enfin, nous, on est très spécialisé sur des technologies. Donc, généralement, quand on arrive chez un client, c'est qu'ils ont besoin d'avoir des conseils. On n'est pas juste une ressource en plus. Voilà, il y a 5 admin 6, il en faut un sixième. Donc quand on arrive, c'est voilà, regarde, j'ai fait ça, qu'est-ce que tu en penses sur AWS? Est-ce que c'était la bonne architecture? Est-ce que j'ai bien fait? Et au fait, je me demandais, généralement, on a tous les trucs les mecs se demandent depuis des semaines, des mois, ils n'ont pas trouvé. Mais au fait, comment on fait ça? Et justement, on est vu comme un expert qui va répondre aux questions. Donc, moi, j'aime bien. En fait, je l'ai choisi ce métier de consultant. Je trouve qu'on n'est pas moins bien vu dans les équipes. Enfin, quand on déjeune avec les salariés d'une boîte, enfin, je me sens pas en dessous, je me sens pas un sous-salarié par rapport aux salariés, quoi. Je me sens comme quelqu'un, un consultant qui vient aider pendant un certain nombre de temps. Je le cache pas, voilà, je suis consultant, je suis là pour 30 jours. Au bout de 30 jours, ciao. Et pendant 30 jours, on va bouffer ensemble, on va se marrer et puis on va apprendre plein de trucs, quoi. Donc c'est différent, c'est clair qu'on n'est pas vu comme un salarié, mais moi j'aime bien en fait ce côté consultant où j'arrive, je découvre des gens. En 4 ans, j'ai fait énormément de sociétés, j'ai rencontré vraiment plein de gens, j'ai étendu mon réseau, c'est un truc de fou. Et ça s'est jamais mal passé, quoi. Jamais. Quelqu'un avait une question? Moi, vas-y. Sinon, j'ai une petite liste de questions encore à aborder. Déjà, je voudrais rebondir sur la partie télétravail. Chez Webedia, on a un freelance maintenant, on avait encore 2 freelances il y a quelques temps. Chez nous, le télétravail, ça se fait assez rapidement pour les freelances. Souvent de façon, on va dire, occasionnelle. Exemple, je sais pas si un de nos freelances là, il doit préparer une migration. Bon, bah, 1 ou 2 journées avant de faire la migration qui a lieu, bah, on a dit, bah, reste en télétravail, concentre-toi à fond, finis tous les trucs. Et nous, les freelances, enfin, dans mon cas en tout cas, on les a considérés plus ou moins comme des collègues. Juste que, ok, toi tu vas rester 2 mois et puis au revoir. Mais on n'a pas eu de soucis. Voilà, il avait un accès VPN comme un employé dans notre équipe. Enfin, on n'était pas dans l'esprit, bah t'es freelance, tu vas pas manger avec nous. mais du coup, vous avez d'autres personnes en remote en plus? Alors nous, oui. Alors déjà, on a beaucoup de personnes en remote dans l'équipe. En fait, notre équipe est coupée en deux en quelque sorte entre Paris et Toulouse. Plus une personne en remote, plus des gens comme nous qui font de temps en temps du remote. On a un collègue qui fait du remote 1 à 2 fois par semaine. Moi, ça m'arrive d'en faire quasiment 1 fois par semaine. Chez nous, dans notre équipe, en tout cas, le remote est... Pardon, enfin, moi, dans la question remote, après, c'est peut-être moi qui ai déformé la question, mais j'entendais plus sur du remote total. Parce que, enfin, typiquement, Ok. voilà, moi, par exemple, je suis à Toulouse, on me propose souvent des missions à Paris, et je demande s'il y a du remote. Ils disent, oui, vous pouvez faire un jour par semaine chez vous. Ben, ouais, mais ça m'intéresse pas. Mais en fait, je pense que c'est pas du tout lié au fait d'être freelance ou pas, en fait. Les problématiques de télétravail sont les mêmes pour les salariés que pour les externes, en fait. Nous, c'est ça. Et dans notre cas, en tout cas, avec tous les freelances qu'on a eu, on aime bien qu'ils soient là de temps en temps, surtout au début. C'est-à-dire qu'on va pas... si la personne veut faire 2-3 jours de télétravail d'un coup, bah, on va pas l'autoriser la première semaine parce qu'il faut qu'elle se mette un peu dans le bain, qu'elle a pris toute l'ambiance. Sinon, la question que j'avais, c'était par rapport aux petits sauts de puce, les petites prestats, comme tu as parlé, entre les mi-temps vendus. C'est quoi? Ça peut être quoi? Ça peut être c'est en mode pompier, allô, il y a le feu, sauvez-moi, ou c'est plus voilà, faire un audit suite à une presta, par exemple, je sais pas, qui était il y a 6 mois, avec du conseil, ou choses comme ça. Ça peut être quoi, par exemple C'est tout, tout. Ok. Voilà, en fait, après, je pense que c'est plus lié à notre positionnement. En fait, nous, on est vraiment experts sur des technos. Donc, on fait n'importe quoi, des formations, des audits, plus rarement quand même du mode pompier sur de l'infra en prod, parce que bon, c'est pas. Enfin, si on peut le faire. Je sais pas si on l'a fait beaucoup, mais arriver dans une infra qu'on n'a pas montée, en fait, c'est pas la peine qu'on va perdre notre temps. Mais c'est un peu tout, en fait, du conseil. Intégrer un nouveau truc, aider à une migration, aider à une mise à jour, enfin ça peut être un peu tout. Mais
pour ma boîte, quoi, parce qu'on est vraiment une boîte de techno. De notre côté, on est beaucoup plus généraliste. Donc on touche un peu à tout, mais on n'a pas une expertise vraiment précise sur un domaine précis. Et du coup, on a fait du mode pompier chez certains clients. Alors, il y en a eu où j'arrive chez le client, je regarde ce qui se passe, je règle le problème en 1 heure et je m'en vais. Facturé 2 jours, bon, on va pas se plaindre. Le client était content, moi j'étais finalement content aussi. Et il y en a eu d'autres où c'était un peu la même chose en mode pompier, en mode Arc, c'est tout cassé, est-ce que vous pouvez jeter un œil, on n'a plus personne chez nous et vous êtes le seul qu'on a trouvé qui a des compétences en Gen 2. Désolé. Et alors le truc c'est qu'avec certains de ces clients-là, la prestation en mode pompier est devenue au final une prestation récurrente qui se fait depuis des années et des années. On a fini par leur remonter d'autres infras par-dessus, plus modernes, avec d'autres systèmes. Et du coup, des clients qui étaient là basiquement pour une prestation de 2 heures sont devenus des clients récurrents à long terme avec entre 2 et 8 heures par mois, on va dire. T'as ça aussi qui arrive, c'est tu arrives sur une mission pour faire une tâche X parce qu'ils ont pensé ou ils ont voulu recruter un freelance là-dessus, enfin suite aux raisons que j'évoquais tout à l'heure. Et puis au final, au bout de quelques mois, tu te rends compte que ce pourquoi ils t'ont pris, effectivement, enfin tu l'as fait ou c'est passé en run, etc. Donc tu as délégué la partie aux équipes qui sont déjà en place, etc. Et puis au final, ils ont un nouveau projet qui est en train de se monter, par exemple, où ils ont besoin d'une nouvelle vision sur quelque chose. Et tu te retrouves des fois à faire l'archi du nouveau produit qui va sortir dans 1 an ou 2 parce que ils ont quelqu'un de compétent sous la main, entre guillemets, enfin compétence, c'est un bien grand mot, mais ils ont quelqu'un qui est toujours pareil, un regard extérieur sur qu'est-ce qui est en place. Tu as une liste parce que tu connais pas tout, mais eux, ils ont fait une liste déjà de ce qui marche bien, ce qui marche pas bien, et du coup, sur quelle piste il faut orienter le changement pour la prochaine version, par exemple. Et tu te retrouves, donc tu rentres pareil pour une mission qui est, on va dire, assez courte sur un truc qui est pas forcément super passionnant des fois, et puis tu te retrouves à dériver relativement vite, en fait, du coup, sur autre chose, parce qu'ils ont déjà, si tu veux, alloué le budget pour une personne. Après que tu fasses du X ou du Y, finalement, ils s'en foutent. Tu es là, tu es dedans, tu es dispo, donc ils t'utilisent pour faire autre chose. Encore une question. J'en suis à ma 2e société de service et en entretien, quand je vais voir un client, donc employé de société de service, hein, on est souvent revendu et pendant l'entretien, on lui dit sinon, dictée de ma boîte. Ça vous arrive aussi en tant que freelance, ce genre de tricks? Tu peux préciser ta question? Vous n'avez pas compris Ok. C'est le commercial, l'intermédiaire qui dit que... L'intermédiaire qui vous présente à un éventuel grand compte, il dit, si le mec par exemple c'est Alten et tu travailles pour une autre boîte, il dit par contre dictée Alten. Alors ça arrive, nous ça nous est arrivé, il y a notamment des problèmes dans tout ce qui est service public, puisqu'il y a le problème dans les services publics, c'est que c'est des marchés publics et qu'il est interdit de faire 2 couches de comment on dit, de sous-traitance, pardon, voilà. Donc en fait, généralement, c'est la société de service du type Sogeti, enfin le CAC 40 qui a le marché public. On est une autre société, donc ils peuvent nous déléguer, enfin merde, j'ai encore perdu le mot, c'est vendredi soir, la sous-traitance, nos sous-traités. Mais généralement, ces grosses sociétés ne prennent même pas la peine de chercher eux-mêmes les sociétés avec lesquelles ils veulent travailler. Donc il y a des chasseurs de tête entre les deux. Donc on est à celui qui gagne le marché public, le chasseur de tête, et celui qui a la compétence. Et donc du coup, il y a ce genre de problème. Nous, ça nous est déjà arrivé plusieurs fois. Ouais. Et en fait, il y a les sociétés... le problème, c'est la double sous-traitance, quoi. C'est qu'en fait, on enchaîne souvent les chasseurs de tête. Et pour cacher un peu le fait qu'il y a plein d'argent qui est perdu dans ces couches inutiles, on va dire tu dictes ma boîte, comme ça le client final il n'aura pas l'impression de se faire avoir. Comment ? C'est le travail en marque blanche. Typiquement, en fait, tu fais le travail pour la société, la grande société qui a le contrat avec le grand groupe. Et vu que toi, tu es juste freelance, tu pourras jamais avoir le contrat direct avec le grand groupe. Donc forcément, et si tu fais des livrables, tu dois les estampiller avec la marque de la société de service qui travaille pour le grand groupe. Ouais, dans le privé, être référencé dans les achats, c'est très très compliqué. Et nous, même à 16, même avec 2 commerciaux, c'est assez rare en fait qu'on soit en direct. Parce que même quand on trouve un client, enfin que c'est le client qui vient nous voir,
Fait oui, bonjour Ozone, est-ce que vous avez des consultants? Il me faut quelqu'un. Fait ouais, bah, on fait les entretiens, ça match. Fait ouais, mais en fait, vous n'êtes pas dans les achats, donc si vous voulez être dans les achats, il va falloir 3 mois. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez passer par cet intermédiaire. Ouais, c'est toujours, en fait, c'est quasiment systématique qu'on ait des intermédiaires. Alors sur les intermédiaires, il y a cette problématique-là effectivement de référencement, mais il y a aussi une autre problématique sur les grands groupes en général, c'est que les grands groupes aiment bien les sociétés avec des grosses assurances derrière. Donc ils exigent en général qu'on soit assuré sur une RC Pro à 10 millions ou 20 millions d'euros, par exemple, voire également, j'en ai croisé quelques-unes qui voulaient absolument que la société de service fasse un chiffre d'affaires de X millions d'euros. Ce qui, sur des petites sociétés ou des freelances, c'est évidemment complètement illusoire. Et ce qui fait que du coup, on ne peut pas se faire référencer directement dans ces grands groupes, qu'il faut absolument passer par des intermédiaires si on veut réussir à travailler avec eux. Après, est-ce qu'on veut ou pas, ça c'est une autre question. Concernant la présentation des freelances par les intermédiaires, si jamais vous voulez vous lancer en freelance, faites attention à une chose qui était assez courante à l'époque, je ne sais pas si ça a été nettoyé depuis ou pas, mais c'est qu'à une époque, on envoyait un CV en PDF au commercial de l'intermédiaire, et le commercial disait « Ah, est-ce que c'est possible de l'avoir en Word ?» Parce que eux, bon. Et donc, bon, un peu bonnettement, j'ai envoyé mon CV en Word au commercial, je suis arrivé chez le client, j'ai découvert un CV avec mon nom dessus, mais bizarrement, les compétences, je sais pas ce que c'est que ça, c'est intéressant, j'ai fait ça, moi, oh. Donc, méfiez-vous dans ces cas-là, demandez toujours au commercial de vous renvoyer le CV modifié avant d'aller chez le client, ça évitera les déconvenus. D'ailleurs, au tel point qu'à un moment, je suis arrivé à l'entretien chez un client avec le commercial et j'ai découvert le CV et j'ai expliqué au client que désolé, ça c'est pas moi. C'est un peu mal passé auprès du commercial. J'ai évidemment été radié des fournisseurs de cette société et le client était par contre relativement content en mode ah enfin quelqu'un d'honnête. Bon. Ce cas de figure existe aussi, mais pas que en freelance. Quand tu cherches un taf, tu tombes aussi souvent. Je suis tombé sur un cas comme ça il y a quelques temps. Il y en a encore. Après, ce qu'il faut voir aussi, alors c'est peut-être un problème de riche, on va dire, mais moi, c'est une question que tu poses tout le temps, effectivement, qui se pose souvent en entretien, c'est est-ce que le client final sait que je suis freelance ou pas, et est-ce qu'on peut lui dire ou pas. Honnêtement, j'ai encore jamais eu trop le cas, mais les clients qui me disent non, le client final ne doit pas savoir. Moi, quelque part, ça me fait un veto pour bosser pour ces intermédiaires-là, si tu veux. Donc, en fait, quelque part, j'ai pas envie de bosser pour lui, quoi qu'il arrive. Parce que s'il est capable de cacher ça à son client, je parle pas de l'aspect contractuel qui peut être un peu différent, c'est effectivement s'il y a des problématiques de chiffre d'affaires pour rentrer dans la boîte, etc. Moi, je te parle juste des relations au quotidien, en fait. Effectivement, quand on envoie un CV en format Word, que tu le découvres avec l'entête de la boîte et que la personne dit que, effectivement, tu n'es pas de la boîte, mais que tu es soit indépendant, soit d'une autre société, en fait, parce que c'est la même chose, c'est pas grave, parce que tu as une relation de confiance qui se met directement entre toi et le client en passant par l'intermédiaire. À partir du moment où tu as l'intermédiaire qui commence à cacher des choses comme ça, moi, j'ai pas envie de bosser pour celui-là, quoi, tout simplement. Donc, si je peux, je vais pas le faire. Moi, ça m'est déjà arrivé de modifier des CV, mais vraiment uniquement si ça peut arriver, il faut l'accepter aussi, c'est que moi, des fois, surtout au début, moins maintenant, parce que maintenant, je peux embaucher des profils sans avoir de mission derrière, mais au début, quand on était vraiment une start-up, il fallait absolument que j'ai un client pour pouvoir faire l'embauche. Donc j'expliquais aux futurs salariés que je disais que son embauche était conditionnée au fait qu'on ait le client. Donc pour faire les présentations du futur salarié et du client, moi je modifiais les CV, je mettais mon logo. Par contre, je rajoutais pas de compétences en fait. Mais vu que le but final, c'était quand même que cette personne, elle soit salariée et qu'elle travaille chez ce client, ça peut arriver en fait de demander. Nous, on les demande les CV au format Word, mais c'est pas forcément pour ajouter n'importe quoi. C'est aussi pour être un peu cohérent par rapport au client et j'ai quelqu'un à vous proposer et puis arriver avec un CV qui est avec un autre logo, quoi. C'est juste pas possible. Donc voilà. Bon, après, moi, j'ai le problème à la source. Le CV, je l'ai jamais en Word. Moi, je fais du LaTeX et comme ça, si on me demande les sources, je leur donne, ils en font rien. J'ai une petite question sur le sujet pour rebondir un peu sur ce dont vous discutez. Vous êtes freelance, il y a des clients qui vous appellent. Est-ce qu'il y a des gros signes
qui disent il ne faut pas prendre ce client, il ne faut pas prendre cette mission, je vais le regretter. Est-ce que vous avez des conseils à donner aux freelance, entre vous, à des gens qui veulent devenir freelance, de comment accepter une mission et peut-être plus important, comment accepter un client? Je dirais juste un truc, c'est que si on est freelance, c'est justement aussi pour se dire que c'est pas grave en fait. On peut plus se faire avoir. On peut plus arriver chez un client qui nous ait vendu un truc et puis se rendre compte que c'est plus le cas. Parce que si c'est ça, on s'en va en fait. Donc c'est plus compliqué quand on signe un CDI et que là on se rend compte qu'en fait la mission n'était pas du tout. Moi ça m'est arrivé, hein. Quand je suis arrivé sur Paris, j'ai travaillé à la Société Générale et la mission c'était pas du tout ce qu'on m'avait vendu quoi. Si j'aurais été freelance, bah c'était ciao quoi. Je trouvais un autre truc et puis 2 jours plus tard j'étais parti. Donc quelque part on est un peu protégé. Contractuellement, oui. Bon, contractuellement, justement, ça dépend un peu des contrats qu'on signe. Souvent, les contrats, enfin, ce qu'on essaie de faire, c'est souvent des contrats avec un mois de préavis, trucs comme ça, sur les missions longues. Et tu as souvent une période de préavis au début qui va être, par exemple, d'une semaine par mois sur les 2 premiers mois ou un truc comme ça. Et puis après, tu passes en mode 1 mois de préavis. Donc, c'est. Enfin, tu as le préavis qui est variable, mais effectivement, ça te permet de garder les portes de sortie. Enfin, moi, je ne signe pas des contrats sur 2 ans sans porte de sortie. Et il y a un autre aspect qui est assez important, justement, au niveau des contrats, c'est d'arriver. Alors ça, c'est pas forcément, c'est justement la partie pas facile. C'est que dans la plupart des contrats, les boîtes vont essayer de t'entuber. Ça, clairement. Moi, je signe pas des contrats qui sont pas symétriques, si tu veux. Enfin, il y a des contrats, ils te mettent. Nous, on a 1 semaine pour te virer, et toi, par contre, si tu veux partir, tu as 3 mois. Enfin, j'ai caricature à peine, honnêtement. Il y a des trucs comme ça. T'as des trucs d'indemnité. Il y avait un contrat magnifique que j'ai eu il y a pas longtemps là. Je devais leur verser 80 000 € de dommages et intérêts si je me pointais pas le premier jour de la prestation, sachant que sur le contrat, tu n'avais même pas de date de début. Tu avais un truc comme quoi toutes les journées que je faisais pas, en fait, j'étais censé payer à l'intermédiaire tout ce que le client lui aurait donné en tant que manque à gagner. Enfin, tu vois, il y a des trucs vraiment aberrants comme ça, quoi. Tu te retrouves avec des contrats de 10-15 pages pour une mission, on va dire, qui est. Mais c'est pareil, c'est dans le choix de l'intermédiaire. Un intermédiaire comme ça, tu arrives avec lui, tu vois le contrat, tu fais bon, bah là, on va faire des grosses suppressions en masse dans ton Word, effectivement, avant de commencer à signer le contrat. Et puis, encore une fois, si l'intermédiaire, il n'a pas la volonté de le faire, bah, c'est un intermédiaire avec lequel moi j'ai pas envie de travailler. Donc je me permets, si je peux, de ne pas le prendre. Donc, ou de choisir une autre mission, ou ce genre de choses. En fait, c'est aussi une histoire de rapport de force. C'est un peu comme quand je cherche du travail, en fait. Tu cherches du travail, donc tu vas avoir une société parce que finalement, ça revient à ça aussi tout le temps, c'est finalement de chercher du travail tout le temps. Et c'est un espèce de rapport de force dans les entretiens, quoi qu'il arrive. C'est pas toi qui vas venir mendier un travail. Si l'intermédiaire vient te voir, etc., c'est que lui aussi, il a besoin de toi. Et il faut vraiment arriver à garder cet aspect égalitaire, aussi bien dans les échanges que dans les contrats, etc. Moi, j'ai refusé un contrat il n'y a pas très longtemps parce que le commercial se permettait déjà des choses. On n'avait pas encore signé le contrat et commençait déjà à vouloir grappiller du tarif, des jours, etc. Alors qu'on avait été d'accord sur l'établissement à l'avance, quoi. Et le mec, bon, je lui ai dit, c'est pareil, je suis en mission tout le temps, donc je lui ai dit, écoute, le téléphone, ok, mais ça marche pas parce que je suis spammé d'appels, pas mal du coup à cause de Monster-like, on va dire. Et du coup, j'écoute pas les messages ou j'ai pas le temps parce que c'est des numéros inconnus, parce que je connais pas tout le monde, etc. Et du coup, j'avais dit, contactez-moi par mail. Au pire, je vous rappelle s'il faut, mais contactez-moi d'abord par mail. Après, je choisis le moment pour vous rappeler quand j'ai 5 minutes. Et il y a un mec qui m'a posé une dizaine de messages d'une journée, quoi, enfin dans la matinée même d'ailleurs. Et puis à 15h, pour un peu me forcer la main à signer, alors que voilà, il m'a envoyé un bon de commande. Et puis dans les 2 minutes, il m'a envoyé un mail. Et puis dans les 2 minutes, son chef m'a envoyé un mail. Alors qu'on n'avait jamais rien signé. Et toi, si tu commences déjà à avoir un truc comme ça, moi je fuis, quoi. Ouais, alors, par contre, il faut quand même se méfier d'une chose, c'est pas complètement magique non plus. À un moment, à la fin du mois, il faut quand même payer les factures. Donc, on peut pas non plus toujours tout refuser tout le temps. Il faut parfois mettre un peu d'eau dans son vin et accepter des contrats un peu olé olé ou des conditions un peu bizarres ou éventuellement baisser le TJM si vous n'êtes pas sûr d'avoir quelque chose dans les 3 jours qui suivent parce que malheureusement votre loyer il sera toujours là à la fin du mois. Ouais, ça c'est des trucs qui sont aussi peut-être c'est sur un peu plus sur les différentes formes ou les différents genres de choses comme ça, mais effectivement c'est un genre de truc qu'il faut garder à l'idée, c'est que même quand tu es freelance, tu cotises au chômage, mais tu n'as pas le droit au chômage. Donc quelque part, ça veut dire qu'il faut que ta boîte... Tu cotises pas au chômage? Si. Ah non. Moi je suis en SASU, je suis président en fait, et sur la fiche de paye, tu as quand même des cotisations chômage qui... Revois avec ton comptable parce que tu ne devrais pas les avoir. Bon, pardon. Bref, quoi qu'il arrive, le truc, c'est que en gros, tu n'as pas le droit au chômage.
Donc l'idée, c'est que c'est ta boîte qui va devoir assumer entre guillemets ton chômage. Donc d'arriver à avoir suffisamment d'argent dans ta boîte en fait pour te permettre d'être en intercontrat tout simplement. Après, ça dépend un petit peu aussi des structures que tu veux monter, donc type de structure ou l'objectif. Perso, mon objectif, c'est pas de monter une autre SS2I. Il y en a plein. Bon, ça marche plus ou moins bien. En général, les SS2I petites, il y a des trucs qui sont pas trop mal. Plus tu grossis, en général, moins c'est bien. Et moi, mon but, c'est vraiment de rester tout seul. Enfin, j'ai pas envie d'embaucher 50 personnes. Le but, c'est vraiment juste d'être freelance. Donc, je m'assure moi-même, entre guillemets, mon chômage dans ma boîte. Alors, je voulais aborder un autre sujet qui est le lien de subordination vis-à-vis de l'employeur. À savoir que quand on a un employé, on a un manager, et donc du coup, il y a des choses potentiellement en fait que on doit se restreindre à faire. Est-ce que en tant que freelance, on a peut-être plus de liberté vis-à-vis de ça ou pas, ou c'est pareil? Alors, en tant que freelance pur chez un client, basiquement, tu essaies de t'adapter en général à la structure du client même. C'est-à-dire que si le client fait du 9-17, tu vas essayer de faire du 9-17. Tu ne vas pas imposer tes propres horaires, tout simplement parce que ça ne passerait pas au niveau du client. Et Alors, ma question, c'était plus en termes de méthode de travail. Et typiquement, voilà, si on travaille dans le réseau et qu'on a besoin de la configuration de tel équipement et qu'ils ont une politique de cloisonner l'information, est-ce qu'on va l'avoir ou les choses comme ça. Donc, c'est plus, est-ce que le freelance a plus de, on va dire, pas pouvoir, mais plus de moyens d'agir que juste qu'un simple employé? En général, déjà, pour faire simple... non, Pardon. non, simplement, non. Pour faire simple, déjà, les gens à qui tu travailles, eux, ils vont savoir que tu es freelance, donc ça reste au sein de l'équipe. Déjà, si tu commences à demander quelque chose à l'équipe d'à côté, il ne saura pas que tu es freelance, et c'est pas écrit sur ta gueule. Donc, les relations vont être les mêmes, si tu veux, qu'entre une personne normale de la boîte, voire sous-traitant, si c'était sous-traitant, mais ça ne va pas changer fondamentalement la chose, quoi. Si tu as besoin d'avoir accès à une information, ils vont te la donner, si tu n'en as pas besoin, ils ne vont pas te la donner. C'est déjà arrivé, effectivement, qu'il y a l'équipe sécurité qui te dit oui, alors donc moi je leur dis bon voilà, j'aurais besoin d'ouvrir un flux entre ces équipements et cet équipement et je fais moi je mets quoi sur mon firewall quoi. Et le mec il dit ah oui non ça c'est une IP c'est sensible je peux pas te la donner. Oui, c'est une IP publique d'un service public interne. Si tu me la donnes pas je veux bien mais ça pourra pas marcher quoi. Enfin tu vois mais ça c'est de la relation normale entre services ou entre trucs d'entreprise. Oui, basiquement, tu n'as pas plus de pouvoir au sein de l'équipe dans laquelle tu es qu'un autre membre de la même équipe. Freelance ou pas freelance. À moins d'être un pote du patron, mais bon, en quel cas c'est différent. Non, c'est plus que dans cette question, en fait, c'est qu'un freelance, en fait, l'idée c'est de lui donner toutes les billes, en fait, pour pouvoir résoudre les problèmes le plus efficacement possible. Ça, pas forcément. En fait, tu t'intègres, de toute façon, dans le process client. Si le process client est inefficace, j'ai envie de dire c'est malheureux, mais c'est comme ça. Tu n'arriveras pas à faire bouger les choses plus que ça. Mission précédente, je te donne un exemple. On avait, donc c'est de la supervision, donc il fallait installer des agents de supervision sur les machines. Installer une machine chez eux, alors c'est des VM, ça prend un mois. Installer un agent de supervision, ça reprend un mois, sachant que tu ne peux pas faire les deux demandes en même temps, parce que tant que ce n'est pas installé, tu ne peux pas installer l'agent de supervision. Une fois que ton agent de supervision est installé, là, tu demandes une ouverture de flux. Voilà, 3 mois sont écoulés. Et pendant ces 3 mois-là, entre guillemets, tu n'as rien fait. Alors sur ce projet-là, bien sûr, tu as quand même d'autres trucs à faire. Mais et c'est pas pour autant, si tu veux, encore une fois, les équipes d'à côté ne sont pas forcément conscientes que tu es freelance, donc potentiellement tu es payé plus cher et qu'ils ne vont pas vouloir te faire attendre. Parce qu'il n'y a pas plus de passe-droit que ça, encore une fois. Les gens ne savent pas que tu es freelance ou pas. Dans le cercle très proche, oui, parce que ça se sait, mais dans les trucs à côté... Et puis encore une fois, c'est de l'intégration aussi dans le process client. C'est-à-dire que tu ne vas pas révolutionner le processus du client. S'il est comme ça, c'est qu'ils ont leur raison, bonne ou mauvaise, mais on ne sait pas à nous de dire ou d'avoir des passe-droits pour faire que ça se passe différemment quand c'est toi qui demandes. Mais d'ailleurs, ça vaut pour plus que le freelance, en fait. Quand tu arrives dans une entreprise, tu fais pas de distinction entre un alternant, un mec en CDD, en CDI ou un freelance, en fait. Tu vas pas dire, celui-là, je lui parle pas, c'est un CDD, quoi. Donc, quelque part, pareil, comme tu as dit, c'est pas écrit sur son front. Et il y a des gens qui sont dans des équipes. Et quand tu es freelance et que tu es en mission de régie longue chez ton client, tu
tu deviens un salarié en fait. Tu deviens comme un salarié. C'est juste que au lieu d'avoir une fiche de paie, tu lui fais une facture, quoi. Et puis t'as pas les 50 jours de congé par mois, enfin un genre de truc, mais t'as pas le CE non plus. Mais voilà, c'est différent. Éventuellement, par contre, ce que tu peux envisager de faire, c'est qu'étant donné que tu n'es pas salarié et que justement tu n'as pas le lien de subordination par rapport à l'employeur, tu peux éventuellement essayer de taper un peu sur la table. Mais il ne faut pas y aller trop fort non plus. Il faut trouver un juste milieu. Tu peux effectivement éventuellement aller taper un peu plus fort qu'un salarié normal qui a peur pour son poste. Parce que toi, du coup, tu t'en fiches un peu. Tu as une autre mission derrière, c'est pas un problème. Le salarié qui a envie de rester dans la société dans laquelle il va peut-être faire un peu le gros dos en mode bon, c'est pas grave, je vais attendre 6 mois d'avoir l'information X ou Y. Toi, éventuellement, tu peux dire hey, je vais remonter au N+1, au N+2, voire un peu plus haut s'il y a besoin. Peut-être pas trop non plus, mais tu peux tenter. Mais bon, c'est... Après, si ta question concernait plus les aspects, typiquement les congés, par exemple, tu vois, c'est une question qui revient souvent, c'est écoute, t'es freelance, comment tu fais pour tes congés? Parce que on n'est pas Superman, on a besoin de prendre des congés aussi, on en prend plein tout le temps aussi. Et c'est le même genre de rapport de toute façon que tu as une société de service normalement. C'est-à-dire qu'en théorie, tu ne demandes pas tes congés à ton client final, tu demandes tes congés à ton intermédiaire, et c'est l'intermédiaire qui va se dire est-ce qu'il faut mettre quelqu'un d'autre à la place ou pas. Et bon, en fait, en pratique, tu vois avec le client final si ça ne le dérange pas qu'il prenne ses congés à ce moment-là. Et c'est tout un tas de bypass comme ça qui se font de la même manière entre du sous-traitance classique ou du freelance. C'est-à-dire qu'officiellement, tu n'as aucun lien direct hiérarchique en fait, avec ton client final. Par contre, dans tous les cas, les liens ils se font quand même si ce n'est pas officiel. Parce que finalement, l'intermédiaire, effectivement, à part te prendre 100 ou 200 euros par jour, et puis il te signe un contrat début, puis gérer le paiement, etc., il fait entre guillemets rien, quoi. Ouais, moi, je dirais vraiment que le freelance, il a exactement les mêmes contraintes pour poser ce congé que les salariés. C'est-à-dire que faut voir en fonction de la charge du boulot, est-ce que je peux prendre vraiment mes congés. Dans les faits, le client final, il est juste informé. C'est-à-dire que c'est pas à lui de décider si tu prends tes congés ou pas. Normalement, tu lui informes que tu ne seras pas là. Mais dans la réalité, c'est pas voilà, je poserai ce jour. Ça ne dérange pas si je pose ce jour. Voilà, mais tu t'arranges. Enfin, c'est vraiment, il n'y a pas de règle. C'est juste de la bonne intelligence entre ton client et toi, quoi. Et comme entre le salarié et le manager, c'est pareil. Alors, techniquement, dans la loi, il y a la règle, justement. C'est quelqu'un qui est placé chez un client, qu'il soit freelance ou pas, est normalement logé aux mêmes enseignes que les salariés du client. Après, pour avoir été en mission à Toulouse chez Orange, il y en a qui ne le voient pas non plus de cet œil-là. Donc voilà. Mais normalement, celui qui est placé ou individuellement ou en SS2I, il a les mêmes droits que les salariés. Sauf à la cantine, bizarrement. J'ai une dernière petite question, qu'on finisse là-dessus, parce que ça intéresse aussi des fois beaucoup de gens, ça peut même être une raison. Et les pépettes dans tout ça, est-ce que négocier un TJM, négocier un prix, on donne quelque chose au hasard, ça a une vraie influence? Parce que j'ai vu des gens qui me disaient, au final, si vous êtes suffisamment spécifique et que le client vous veut, le prix est annexe pour lui. J'ai vu des gens dire moi je prends ce DBA, il est 2 fois plus cher, mais il me fait le boulot en un jour au lieu d'une semaine et au final je suis gagnant. Est-ce que dans nos domaines qui sont assez techniques, je suppose que si vous vous lancez en freelance, des fois comme Pierre, c'est parce que vous voulez bosser sur des technos spécifiques, est-ce que ça veut dire qu'il y a plus de latitude pour discuter là-dessus, c'est moins un facteur déterminant? Et après, le corollaire là-dessus, est-ce que de votre expérience, parce que j'ai croisé des gens qui se posaient vraiment la question, est-ce que ça arrive des fois de ne pas être payé? On a des rumeurs de boîtes qui payent à 6 mois, qui ont des retards administratifs, que ce n'est pas de leur faute, mais désolé, mais la secrétaire est en vacances. Au niveau de l'argent, est-ce qu'il y a un vrai risque? Est-ce qu'il y a des choses à discuter avant? Est-ce que dans nos métiers, on a plus de latitude? Et ensuite, est-ce qu'il y a des vrais problèmes? Moi, en 4 ans de boîte, le seul moment où je me suis dit je vais peut-être arrêter parce que je vais couler, c'est à cause des impayés, en fait. Avant que je monte ma boîte, je voyais des chefs d'entreprise. Il y en avait un qui m'a dit un truc très vrai. Je l'entends encore à chaque fois que j'ai des factures en retard. C'est tu vas voir, il y a un truc qui va vraiment te faire chier, c'est les impayés. C'est vraiment le sport national, c'est de payer en retard ses factures. Donc moi, quand j'avais entendu ça, je me suis dit ouais, bon, ok, d'accord, il se la pète un peu et tout. Et en fait, c'est vraiment, vraiment très, très compliqué.
quand on a des salariés, moi j'ai eu encore très récemment jusqu'à 10% de mon chiffre d'affaires annuel en retard de paiement. Donc j'avais non plus que ça, beaucoup plus que ça en fait. En fait, j'ai déjà été dans la situation où sur mon compte bancaire j'étais à moins 100 000 euros, je suis caution personnelle sur le compte bancaire professionnel, à moins 100 000 avec des salaires à payer et avec 400 000 euros de facture en retard. Enfin, de 400 000 euros de facture dehors, avec 150 000 euros de facture en retard. Parce que un intermédiaire a un problème justement. Alors là, je vais le citer, je m'en fous, parce que plus jamais je bosserai avec lui, c'était Sogeti. Sogeti a délocalisé son système de paie en Inde en 2015. Ça a été une catastrophe. Pour moi, ça a été vraiment une catastrophe. J'ai passé vraiment des sales moments. Il y avait des prestataires qui ont arrêté de venir au ministère de l'Intérieur. Voilà, et c'est tout le temps en fait, c'est tout le temps. Et après, quand on a plein de salariés, il y a plein de personnes qui payent pas en même temps, et c'est vraiment très compliqué. J'ai vraiment les plus gros risques que j'ai pris, c'était où je me suis dit vraiment, je vais me planter. C'était des problèmes de trésorerie. Alors du coup, en panique, on prend des systèmes d'affacturage, Finexcap, enfin ce genre de trucs, ça coûte une blinde. Mais on est obligé parce que en fait, ça a un coût. En fait, c'est un coût, ces retards de paiement, c'est un coût. Déjà sur le moral, c'est très difficile. Et après, c'est un coût financier parce qu'il faut utiliser des espèces de l'affacturage. En fait, ça coûte très cher. En fait. Voilà. Donc c'est vraiment, pour moi, c'est le sujet. Aujourd'hui, on en sort un peu, mais c'était vraiment un très très gros sujet, très dangereux en fait. Moi, j'ai un petit peu moins le problème peut-être parce que du coup, comme je suis tout seul entre guillemets. Alors, comme dit un pote à moi qui est médecin, moi l'argent je m'en fous, j'en ai. Entre guillemets, vu que du coup j'ai dans ma boîte quelques mois d'avance au niveau de ma paye, si tu veux, je peux tolérer quelques mois de non-paiement ou de retard de paiement. Par contre, effectivement, comme je suis aussi entre guillemets avec déjà dans les contrats, souvent tu as prévu des clauses de sortie en cas de non-paiement, ce genre de choses, où tu as des préavis d'un mois. Donc au bout d'un moment, si ton client ne paye pas, tu t'en vas et puis tu trouves autre chose. Ou tu as trouvé autre chose, en gros, le temps qu'il ne te paye pas et puis tu t'en vas. Ouais, c'est un peu pareil chez nous, hein. Le problème des impayés, en 13 ans de boîte, je pense que j'ai grosso modo 30 ou 40 000 euros de factures qui sont partis chez Devnuls. Voilà, passer en facture impayée, créance douteuse, comme appelle ça le comptable, avec des clients dont les boîtes sont passées en redressement judiciaire. Donc j'ai envoyé les factures au liquidateur. Évidemment, j'ai jamais eu aucune nouvelle. J'ai des boîtes qui, de toute façon, au bout de 10 ans, n'ont pas payé, donc j'ai fini par faire ok, c'est bon, les factures, on arrête. Voilà. Donc pour essayer d'éviter ces problématiques-là, depuis un an ou deux, ce que j'essaie de faire de plus en plus, c'est de forcer le prélèvement bancaire au niveau des factures. Ce qui me permet, moi, de prélever en fin de mois, et du coup, j'ai plus de soucis de factures en retard ou autres, avec les clients qui, évidemment, l'acceptent. Parce que ça fait partie aussi des choses qu'on peut discuter dans un contrat. Donc, actuellement, il y a des solutions, mais qui sont à discuter et qui ne sont pas forcément valides avec tous les clients, vu que la plupart du CAC 40 va être réglé par virement 6 mois plus tard. Ouais, non, on a exactement le même truc. On essaie de pousser les virements automatiques, notamment avec maintenant, il y a des outils en SaaS qui permettent de permettre aux clients d'autoriser le prélèvement SEPA assez facilement. Ça n'existait pas trop, mais les CAC 40, on en est encore à envoyer des courriers recommandés, les factures en courrier recommandé, quoi, par la poste. Donc ils sont loin de pouvoir accepter des virements automatiques. Je dirais juste un truc, en fait, moi, si je pouvais me donner des conseils avant, pour m'éviter tout le stress que j'ai eu avec les impayés, en fait, il faut, avant que ça arrive, il faut avoir son avocat, en fait. Pas, rien payer, mais juste connaître le nom d'un avocat qui est spécialisé dans les impayés et s'inscrire sur un truc d'affacturage. Et là, pareil, on ne paye que quand on utilise. Donc quand on commence vraiment à avoir du volume, à avoir des gens, à avoir beaucoup de factures, être backé avec un avocat qui va envoyer une lettre de mise en demeure quand les factures tardent trop. Parce que moi, ce qui s'est passé, c'est que j'avais des factures de 120 jours de retard. Donc en fait, on était à 180 en tout.
je ne sais pas combien de fois j'ai appelé, combien de mails j'ai écrit, mais l'avocat, il a envoyé un courrier, 24 heures plus tard, j'avais l'argent sur le compte. Donc, pareil, ça, c'est un coût, c'est comme la facturage, j'ai un coût. C'est pas négligeable, on perd des centaines d'euros, voire des milliers d'euros. Donc, il faut vraiment l'utiliser quand on n'a plus le choix. Mais en fait, pour pas avoir de stress, il faut juste avoir ces deux roues de secours, c'est l'avocat et la facturage. Et là, on n'a plus de stress, quoi. Moi, si je pouvais me revenir en arrière, me dire, fais juste ça, et puis c'est bon. Après, c'est plus un sujet. Après, ça prend plus de temps dans la tête, ça empêche plus de dormir. C'est simple en fait. Les solutions, elles existent. Il faut juste se préparer. Et tu le rajoutes à ce que tu factures à la limite ou Alors ça, non. Alors, il faut savoir aussi un truc, c'est que, vous savez, il y a en dessous des factures, il y a les 10% là en cas de... Je vais vous apprendre un truc, ça je l'ai appris. En fait, ça sert à rien. Parce que, en fait, il y a une jurisprudence qui fait que si un client vous paye... En fait, moi, j'avais peut-être, on va dire, 100 000 euros de facture en retard. Je vais payer 2 000 euros l'avocat pour qu'il écrive son courrier. Mais moi, je m'étais dit, c'est cool parce que je vais gagner 10 000 euros, en fait. Vu qu'il paye ses 100 000 euros en retard et qu'il y a 10% de pénalité. Non, en fait, il y a une jurisprudence. Si le client finit par payer sans la majoration, et ça, les gens qui payent en retard le savent très bien, on ne peut pas les attaquer derrière. L'avocat refusera d'attaquer la société pour les 10% qui manquent, les 10% de pénalité. Parce qu'il y a une jurisprudence qui dit que non, en fait, si le client il paye, on ne paye pas ces 10%. Donc c'est de la pure perte. Quand vous avez vraiment beaucoup de factures en retard, c'est de la pure perte. Voilà, il faut juste le budgéter en fait. C'est pas vraiment il faut le budgéter, mais pas leur facturer au client parce qu'il ne paiera pas. Et puis c'est même pas. Moi typiquement c'était Sogeti, c'était un marché public. J'étais lié contractuellement, je pouvais plus passer par un autre marché public. Enfin, j'étais foutu quoi. C'était, j'ai pas le choix en fait. Et il a recommencé. Non, ce que je voulais dire, c'est tu dis, je sais que j'ai des impayés, que ça me coûte à peu près tant, mais je fais plus 5% sur mon TJM ou plus 10%, que je ne toucherai pas, que je mets de côté pour financer justement ces impayés. Il faut, ça fait partie des 1000 trucs que vous pouvez devoir payer en tant que freelance, parce que vous pouvez aussi vous payer que vous vous pétez la jambe, hein, ça a un coût ça. Donc en fait, il y a plein de trucs. Freelance, on gagne pas trop en liberté, on gagne sûrement en argent, mais on perd énormément en assurance d'être payé toujours la même chose, quoi. Parce que, oui, pareil, moi aussi, moins que toi, moi j'ai eu de la chance, je touche du bois, mais j'ai eu très très peu de factures qui n'ont pas du tout été payées. J'ai eu beaucoup de factures en retard, mais vraiment, c'est le dépôt de bilan, quoi. Quand on appelle la comptable et qu'on lui fait, je comprends pas, ça 3 factures en attente, elle me fait, oui, moi ça fait 3 mois que j'ai pas de salaire, voilà. Donc quand on a ça en face, on se dit ok d'accord, je les aurai pas mes factures. C'est peut-être aussi parce qu'Arnaud disait qu'il a des clients qui sont plus des PME, qui sont peut-être plus volatiles. Un groupe comme Carrefour, il va probablement pas déposer le bilan. Ouais, c'était des petites. Ouais, les petites, c'est des startups qui s'arrêtent. Celles qui me devaient le plus, c'était une société de formation qui les salariés étaient plus payés. Donc on entend que si les salariés ne sont pas payés, c'est même pas la peine d'espérer juste être payé de sa facture. Et le pire, c'est que c'était une formation et que c'est un intermédiaire. Il avait récupéré, donc il s'est sûrement fait payer par le client. Donc il me devait 10 000 balles, quoi. Enfin, et il m'a rien payé du tout. Alors que c'était l'intermédiaire, c'est pas le client au final chez qui j'ai fait la prestation. Donc il faut juste le savoir, il faut le budgéter, il faut se faire sa petite cagnotte gros pépin, quoi. Donc le bus factor. Les impayés, tout ça. Ouais, c'est ça, faut arriver à prévoir le truc, alors c'est pas forcément facile. Et puis il y a souvent des clauses dans les contrats qui te disent oui, alors en cas de retard de paiement, du coup, si c'est mon client final qui me paye pas, tu n'auras pas les sous non plus en fait, ou ce genre de choses. Alors que en vrai, le contrat, il est entre toi et ton intermédiaire. Donc quelque part, ça peut intervenir sur moi je considère en tout cas que ça peut intervenir sur tout ce qui est préavis de départ. Donc effectivement, si le client final interrompt la mission, ça semble logique que la tienne soit interrompue. Par contre, pour moi, tout ce qui est facturation, justement, c'est le but de l'intermédiaire, normalement, c'est de te l'assurer. Donc après, si tu peux arriver à faire enlever ces clauses-là, c'est bien, quoi. Mais il faut faire effectivement attention à ce que tu signes dans tous les cas, quoi. On est précaire en tant que freelance, on est très très précaire. Il faut, c'est pas si c'était juste gagner plus d'argent, être freelance, on serait tous freelance. Hein. Donc il y a vraiment un danger qu'il faut budgéter, qu'il faut le prendre en compte, mais c'est une aventure, quoi.
Il faut être, je pense, assez souple dans sa vie privée pour se permettre de passer freelance. Merci beaucoup. Je pense qu'on va arrêter là parce qu'on a débordé un tout petit peu. Écoutez, merci beaucoup à vous. J'espère que ça éclaircit un petit peu certains points, que le format était intéressant. On se disait qu'on ferait peut-être ça à chaque fois sur des sujets différents. Et puis, au pire, je mettrai les liens vers les Twitter ou mails des intervenants si vous voulez leur poser quelques questions plus spécifiques ou quelques détails. Voilà. Et juste un petit peu le mot de la fin, peut-être, enfin je sais pas. Je pense qu'ici, en tout cas, on avait discuté un petit peu, si vous voulez partir freelance, il y a un truc qui est très bien pour ça, c'est des aides. Il y en a pas mal. Il y en a surtout plein, par exemple de Pôle emploi. Il y a une aide qui est assez géniale. En gros, quand tu es au chômage, tu as un certain nombre de sous, on va dire, sur ton compte Pôle emploi, pour simplifier. Tu peux toucher la moitié de ces sous tout de suite. Bon, c'est versé en 2 fois, 6 mois d'intervalle, mais bon, voilà. Ça te permet de monter une boîte si tu as vraiment besoin d'investir des sous, en fait, parce que c'est des sous que tu peux mettre dans le capital de ta boîte. Après, moi, j'ai choisi l'autre truc, qui est en fait de continuer à percevoir ton chômage. L'idée, c'est que tout ce que tu ne te payes pas au niveau de ta boîte à toi, Pôle emploi complète jusqu'à ton chômage. C'est-à-dire que ça t'assure, entre guillemets, 2 ans de salaire. Et du coup, si tu veux commencer à partir là-dedans, bah, ça peut être intéressant parce qu'au pire, si ça ne marche pas les premiers mois, la première année, eh ben, tu as Pôle emploi qui te paye ton chômage. Et puis au bout d'un moment, c'est pareil, c'est un risque à prendre. C'est est-ce que je continue là-dedans, est-ce que j'arrête? Et puis là, bah, du coup, tu peux te garder 3, 4 mois, 5 mois, on va dire, maximum, si à ce moment-là, ça n'a pas démarré, si je suis toujours pas rentable, entre guillemets, alors sachant que ça dépend. Effectivement, ton salaire, ça dépend de ce que tu prends. Moi, personnellement, je touche honnêtement moins qu'avant, mais c'est un petit peu différent. Moi, ça m'éclate de faire ça. Et j'accepte, si tu veux, de moins me payer pour garder cette liberté-là. Mais c'est aussi un choix personnel de est-ce que tu as des emprunts, est-ce que tu n'as pas d'emprunts, est-ce que tu as une famille, est-ce que tu n'as pas de famille. Enfin, voilà, c'est tout un ensemble de choses qu'ils font. Mais par contre, il y a pas mal d'aides comme ça qui sont vraiment utiles à aller chercher, qui ne sont pas très dures à aller chercher. Pour aller chercher l'aide de Pôle emploi, il suffit d'avoir travaillé. En général, si tu veux te monter en freelance. C'est difficile. Et puis, tu as des aides de l'URSSAF sur des cotisations, tu as des choses comme ça qui sont très intéressantes à les prendre. Je vous conseille Alors, les formations Pôle emploi là-dessus ne sont pas forcément exceptionnelles, mais il y a pas mal d'aides en ligne que tu trouves sur plein de trucs là-dessus. Je crois que c'était le CRA ou un truc comme ça. C'était expérimenté sur Toulon et dans l'Est. Et ça a été nationalisé par la suite, effectivement, le coût du capital chômage. C'est l'ARS. Non. Alors, il y a plusieurs acronymes. Il y a l'ARE qui est l'aide au retour d'emploi, l'ACRE qui permet l'exonération la première année de certaines charges, et la RCE qui est ce 25% et 25%. RCE, alors ils ont changé le nom. Puis en plus, Oui, ça a peut-être changé. Moi, c'était il y a 4 ans, mais ça a peut-être changé. Ouais. Oui, moi j'étais sur Toulon, donc j'ai bêta testé. Et on avait des formations à l'AFPA aussi pour la création, la reprise d'activité, ce genre de choses-là. Dernier petit conseil. Si vous vous lancez en tant que freelance, vous aurez vraisemblablement affaire au RSI, à la CIPAV et à l'URSSAF. Refusez systématiquement le prélèvement automatique. Ne faites pas cette erreur. Ouais, Ils sont tout à fait capables de vous prélever 250 000 € demain parce qu'ils se sont trompés de virgule. Ça fait partie aussi des choses à surveiller. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir également, c'est qu'ils n'aiment pas ça, mais ils savent parfaitement accepter du virement si on le demande poliment. Donc, ils vous enverront leur RIB sans aucune difficulté, mais il faut leur demander. En fait, ça fait partie aussi des choix que vous aurez à faire. Alors, on n'en a pas beaucoup parlé, puis c'est un sujet qui est assez compliqué. C'est tout ce qui est justement quelle structure monter. Si tu veux partir en freelance, quelle structure tu montes. Il y a plusieurs qui existent, donc il y en a pas mal qui font justement appel, par exemple, au RSI. Moi, je connais pas mal de gens qui sont RSI et ils veulent absolument fuir. Donc moi, j'ai monté une structure qui s'appelle une SASU, ou c'est un peu l'équivalent de la SAS. En fait, tu restes au régime cadre général classique auquel, en général, tu es dans nos métiers. Et en fait, ça te permet 2 choses. Ça te permet déjà, tu n'as pas affaire au RSI, ça franchement, c'est bien. Et la deuxième chose, c'est que tu continues à cotiser à ta même caisse de retraite. On ne sait jamais, si un jour on a une retraite, peut-être, et ben, ça te permet de ne pas perdre ces années, entre guillemets. C'est-à-dire que si tu pars freelance, tu ne sais pas combien de temps ça durer, parce que ça peut durer, ça peut ne pas durer, ça peut te plaire, ça peut pas te plaire. Mais toutes ces années-là, en fait, quand tu continues à cotiser à ta caisse de retraite classique, bah, ce ne sera pas des années de perdu. Parce que sinon, il faut te faire un minimum de, ça dépend, ça doit être 5 ou 10 ans minimum. Et si tu n'as pas fait 5 ou 10 ans dans l'autre caisse, c'est comme si tu n'avais rien fait. Donc voilà. Moi, je serais peut-être un peu plus mitigé sur le fait d'être freelance ou pas.
Moi, personnellement, aujourd'hui, j'ai une belle boîte. On est 16, on fait du chiffre et tout. Peut-être qu'un jour, si je la revends, peut-être que... Mais je suis sûr et certain que depuis 4 ans, je suis moins bien payé que si j'étais salarié. Donc, il faut vraiment faire attention avec ce truc de se dire que le freelance, ouais, je vais gagner 500 € par jour. Ça, je calcule 200 jours, on fait les calculs, on enlève les charges. Je fais waouh, je gagne 50% sur mon salaire. Je pense en tant que salarié, on peut aussi faire des belles carrières. On peut aussi prendre des responsabilités qu'on ne peut plus prendre en tant que freelance. On ne peut pas devenir manager en freelance. Les sociétés, elles ne veulent pas de poste à responsabilité sur des gens qui peuvent partir du jour au lendemain. Donc, faut bien faire attention. Moi, je l'ai fait parce que j'avais un projet précis. C'est que je voulais faire des technos et je ne savais pas chez qui je pouvais le faire. J'avais vraiment besoin d'être freelance pour faire ce que j'avais envie de faire. Si c'est juste être freelance, juste pour espérer gagner un peu plus d'argent en se mettant en risque, je ne sais pas si c'est vraiment utile. Voilà. Parce qu'il est possible de gagner beaucoup d'argent aussi en tant que salarié. Voilà, c'est juste le mot que j'avais. Mais faites-le. Si vous pouvez le faire, essayez. Mais prenez bien les risques aussi. Moi, je les vois maintenant, les risques. Ils sont bien existants. Est-ce que vous êtes capable de les gérer ou pas? Voilà, c'est ça la question qu'il faut se poser. Ok, ben, merci beaucoup.